You're the one they're hunting, not me. Dans la nuit glacée de 1874, une veuve aux mains calleuses, Mary Ellen Reeves, serre ses 3 filles le contre elle, tandis que le vent hurle comme un loup affamé sur les collines de Sierra Blanca. Un gémissement venu des ombres d'un vieux cellier va briser le silence de sa vie brisée et réveiller un secret enfoui sous la neige ensanglantée. Un Apache mourant, une lettre tachée de sang, un terrain maudit convoité par les chemins de fer. Tout converge vers une explosion de feu et de vérité. Mais qui survivra à cette tempête? Et si l'amour naissait là où la haine avait juré de régner? Écoutez jusqu'au bout pour découvrir si le destin pardonne au cœur brisé. Abonnez-vous maintenant, partagez depuis quel coin du monde vous nous rejoignez, et dites-nous, seriez-vous prêt à tout risquer pour un inconnu? L'hiver 1874 s'abat sur les collines de Sierra Blanca comme une lame de fond. Le vent charrie des éclats de glace qui fouettent les visages, et la neige tombe en rideaux si denses qu'elles effacent les contours du monde. Au cœur de cette tourmente, la ferme des rives n'est plus qu'une carcasse de bois rongée par le gel, ses planches craquant sous la pression des bourrasques. Mary Ellen Reeves, 32 ans, les mains crevassées de par le labeur et les yeux brûlés par les veilles, serre contre elle ses 3 filles. Isabelle, 12 ans, déjà trop grande pour son âge. Sophia, 9 ans, aux joues décreusées par la faim. Et Teresa, 6 ans, qui tremble comme une feuille de morte dans ses bras. Depuis 2 ans, la mort de James, abattu dans l'ombre par des chasseurs de primes déguisés en miliciens, a transformé leur existence en une lutte quotidienne contre le froid, la faim et les regards hostiles de White Mesa. Personne n'ose les défendre. Le shérif Harlan Crow, ce lâche aux poches pleines, partage les butins avec Beau Taggart et sa bande de vautours. Mary raccommode des vêtements usés jusqu'à la trame, élève 3 poules faméliques, vend au marché les rares légumes qui survivent au sol pierreux. Ses filles apprennent à compter les flocons plutôt que les pièces de monnaie, à supporter les murmures des commères qui les traitent de charognes ambulantes. La nuit est si noire que la lanterne semble une braise mourante. Mary, épuisée par une journée passée à racler la glace des auges, borde les filles sous une couverture rapiécée quand un gémissement rauque, presque animal, perce le hurlement du vent. Il vient du vieux cellier, cette cabane effondrée à l'arrière de la propriété, abandonnée depuis que James y rangeait autrefois ses outils. Le cœur battant, elle empoigne le fusil de son mari, un Remington rouillé qu'elle n'a plus touché depuis le drame, et s'avance dans la tempête, la neige crissant sous ses bottes trouées. Chaque pas est une bataille contre le froid qui s'infiltre dans ses os, contre la peur qui lui noue la gorge. Elle pousse la porte vermoulue, l'odeur de moisi et de sang la frappe comme un coup de poing. À la lueur vacillante de la lanterne, une forme gît au milieu des débris. Un homme, torse nu malgré le gel, la peau cuivrée couverte de sueur glacée, une plaie béante au flanc droit, d'où suinte un sang noir et figé. Ses longs cheveux noirs s'étalent comme une rivière gelée sur le sol poussiéreux. Ses traits, taillés à la serpe, portent les marques d'une vie de combat. Un Apache, un ennemi selon les lois du territoire. Mary devrait fuir, alerter Crow, laisser la justice ou l'injustice faire son œuvre. Mais ses yeux croisent de les siens. 2 puits de noir, voilés de douleur, où danse encore une étincelle farouche. Et dans cet instant, elle revoit James, agonisant sur la poussière, murmurant son nom avant que la nuit ne l'emporte. Elle s'agenouille, pose la lanterne et effleure la fièvre qui dévore le front de l'inconnu. Il tressaille, agrippe son poignet avec une force surprenante pour un mourant et murmure d'une voix rauque mais parfaitement articulée en anglais « You're the one they're hunting, not me ». Les mots la transpercent plus sûrement que n'importe quelle balle. Elle recule d'un pas,
le fusil pointé, mais il relâche sa prise et glisse quelque chose dans sa paume. Une lettre froissée, tachée de sang séché, pliée en 4. En haut, de l'écriture familière de James, Mary Ellen Reeves. Son sang se glace. L'Apache, Nathan Wolfe, comme il se présentera plus tard, s'effondre, la respiration sifflante, tandis que la tempête redouble dehors. Mary hésite une seconde, 2, 3. Puis, d'un geste décidé, elle traîne le corps inerte jusqu'à la trappe du cellier, soulève la planche pourrie qui mène à la cave oubliée et le descend dans l'obscurité humide. Elle referme la trappe, répand de la paille en par-dessus pour masquer les traces et retourne à la maison, la lettre brûlante dans sa poche. C'était William Dorme, inconsciente du danger qui vient de s'installer sous leur toit. Dehors, le vent hurle toujours, mais à présent, il charrie autre chose. L'odeur métallique du sang, le poids d'un secret et la promesse d'une tempête bien plus violente que celle de la neige. La lettre pèse dans la poche de Mary comme une braise vivante. Elle n'ose pas l'ouvrir avant l'aube, craignant que les mots de James ne ravivent une douleur qu'elle croyait enfouie sous la routine du labeur. Quand le jour pointe enfin, gris et sale, derrière les carreaux givrés, elle descend au cellier avec un bol de bouillon fumant et une chandelle tremblante. Nathan Wolfe est adossé au mur de terre, les yeux mi-clos, la fièvre faisant perler des gouttes de sueur sur sa tempe malgré le froid qui suinte des pierres. Il boit lentement, les mains crispées sur le bol, comme s'il craignait qu'on le lui arrache. Et quand Mary s'accroupit pour refaire le pansement, déchirant une nouvelle bande de son unique chemise de nuit, il parle pour la première fois sans être sollicité, d'une voix basse qui porte l'accent rocailleux des montagnes. « Taggart ne s'arrêtera pas à ma peau. Il veut ce que ton mari a caché. » Les mots tombent lisses lourds dans l'air humide. Mary sent son estomac se nouer, mais elle ne répond pas, se contentant de nouer le bandage avec une fermeté qui trahit sa colère contenue. Les jours suivants s'écoulent dans une tension palpable, rythmée par les allées et venues furtives de Mary entre la maison et le cellier. Elle apporte de la viande séchée, volée au comme réserve du shérif, lors d'un marché sous la neige, des herbes amères qu'elle cueille au risque de geler ses doigts. Et chaque fois, Nathan guette la trappe avec l'œil d'un loup blessé qui apprend à faire confiance. Il parle peu, mais quand il le fait, ses phrases sont précises, dépourvues de fioritures. Il décrit les pistes invisibles que laissent là les chevaux ferrés sur la neige durcie, les signes que les corbeaux donnent quand un danger approche, les plantes qui calment la fièvre mieux que n'importe quel remède de blanc. Isabelle, la plus hardie, commence à descendre seule avec un bout de pain et une question brûlante. Pourquoi les hommes blancs nous haïssent-ils autant? Nathan la fixe longuement, puis trace du bout du doigt une ligne dans la poussière, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne possèdent pas. Sophia, plus timide, apporte un dessin au charbon représentant un cheval apache au crin flottant. Teresa, la petite, grimpe sur ses genoux et s'endort contre sa poitrine, ignorant la plaie qui palpite encore sous les bandages. Mary observe depuis l'ombre de l'escalier, partagée entre la méfiance et une étrange reconnaissance. Pour la première fois depuis 2 ans, ses filles rient sans retenue, et le cellier, autrefois tombeau de souvenirs, devient un refuge vivant. Une nuit, alors que la neige tombe si drue qu'elle étouffe même le hurlement du vent, Mary descend avec la lettre enfin ouverte. Les mots de James, ou plutôt ceux que Nathan a dictés sous sa plume mourante, dansent devant ses yeux. Le terrain des Reeves cache un acte de propriété que la compagnie ferroviaire convoite pour tracer sa ligne vers l'ouest, un document que James refusait de céder et qu'il a dissimulé dans le coffre rouillé sous le plancher de la chambre. Nathan, les yeux brillants de fièvre, ajoute d'une voix rauque. « Taggart travaille pour eux. Il a tué ton mari pour le faire taire, mais il sait que l'acte est toujours ici.
S'il le trouve, il brûlera tout. Mary sent une rage froide l'envahir. Elle serre le papier jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, puis le glisse dans la doublure de sa botte. Dehors, un craquement sec retentit. Pas le vent, pas la glace qui se fend, mais le bruit d'une branche cassée sous un poids humain. Nathan se redresse d'un bond, malgré la douleur qui lui arrache un grognement, et pose un doigt sur ses lèvres. Mary éteint la chandelle. Dans l'obscurité totale, elle entend les pas lourds qui s'approchent, le crissement des éperons sur la neige, et la voix traînante de Beau Taggart qui murmure à ses hommes « Fouillez le cellier en premier, sentez cette fumée, quelqu'un se cache ». Le cœur de Mary bat si fort qu'elle craint qu'on l'entende. Nathan, déjà, a saisi un éclat de verre brisé comme arme improvisée, ses yeux luisants comme ceux d'un prédateur prêt à bondir. La trappe vibre sous les coups de botte. La nuit vient de basculer, et le secret qu'il croyait protéger explose en 1000 éclats de danger imminent. Les bottes martèlent la trappe avec une rage méthodique. Chaque coup fait pleuvoir de la poussière sur les visages tendus de Mary et Nathan, qui retiennent leur souffle dans l'obscurité poisseuse du cellier. Mary serre le Remington contre sa poitrine, le canon froid contre sa peau, tandis que Nathan, malgré la fièvre qui le fait chanceler, glisse silencieusement vers l'échelle branlante et pose une main sur l'épaule d'Isabelle, apparue en haut des marches, avec les yeux écarquillés de terreur. Un murmure à peine audible fuse entre eux. « Cachez-vous dans la cheminée, les filles, ne bougez pas avant le silence. » La trappe cède dans un craquement assourdissant. Une torche enflammée tombe comme une comète, illuminant les traits patibulaires de Beau Taggart, son sourire carnassier luisant sous la neige fondue qui dégouline de son chapeau. Ses hommes descendent, l'un après l'autre, revolvers dégainés, flairant l'air comme des chiens de chasse. Mais le cellier est vide. Mary et Nathan ont disparu par une fissure étroite dans le mur de terre, un ancien conduit d'aération que James avait creusé pour ventiler les barriques, et que seul Nathan, avec son instinct de pisteur, a repéré dans l'ombre. Il rampe dans la boue gelée, les poumons en feu, jusqu'à émerger derrière un amas de rochers, à l'orée du bosquet de pins tordu par le vent. Taggart fouille le cellier pendant des heures, retourne chaque caisse, éventre les sacs de grains moisissent, mais ne trouve que des traces de sang séché et une odeur de fumée qui le met en rage. Il crache par terre, promettant de revenir avec plus d'hommes, et repart dans la nuit, laissant derrière lui une ferme sens dessus-dessous et 3 petites filles blotties dans la suie de la cheminée, le cœur battant à l'unisson. Mary, tremblante de froid et de fureur, entraîne Nathan vers une grotte cachée dans les contreforts, un refuge apache qu'il connaît depuis l'enfance et où il a stocké des provisions volées au convoi militaire. Là, à la lueur d'un feu minuscule, alimenté par des branches sèches, elle exige la vérité complète. Nathan révèle que James n'était pas un simple fermier. Il avait signé un accord secret avec la tribu pour protéger une veine d'argent sur les terres, Reeve, un gisement que la compagnie ferroviaire veut à tout prix pour financer son expansion. Taggart, agent double payé par les barons du rail, a assassiné James pour forcer la veuve à vendre, ignorant que l'acte original est toujours caché. Mary, les poings serrés, jure de ne pas céder un pouce de terre. Nathan, pour la première fois, esquisse un sourire dur. Alors nous combattrons comme des loups acculés. Les semaines suivantes voient naître une alliance forgée dans le fer et le feu. Nathan enseigne à Mary à charger le Remington plus vite, à viser entre les yeux sans trembler, tandis qu'elle lui montre comment falsifier des traces pour égarer les poursuivants. Isabelle devient messagère, filant à travers les ravines avec des missives de codés glissées dans des bouteilles de whisky vides. Sophia cartographie les patrouilles de crocs sur des bouts de cuir tannés. Teresa, avec son innocence désarmante, distrait les sentinelles en mendiant du pain aux portes des saloons.
Mais Taggart resserre l'étau. Il offre une prime pour toute information sur l'Indien fantôme et fait circuler des avis de recherche avec un portrait approximatif de Nathan promettant l'or et la gloire. Un soir, alors que la neige commence à fondre en ruisseaux boueux, un cavalier solitaire arrive au campement improvisé. C'est Harlan Crow, lui-même, le shérif, seul et désarmé, les mains levées en signe de trêve. Il apporte une proposition inattendue, une alliance contre Taggart, car le chasseur de primes a décidé de se débarrasser du shérif pour prendre seul le contrôle de White Mesa. Mary, méfiante, pointe son fusil. Nathan, l'œil acéré, remarque la peur réelle dans les pupilles de Crow. « Choisis ton camp, shérif, » murmure-t-il. « Mais sache que si tu nous trahis, ta tête roulera avant le lever du soleil. » Crow hoche la tête, et pour la première fois, les lignes de front se brouillent. Le vent tourne, et la chasse devient une partie d'échecs mortels où chaque pion cache un poignard. Et si vous êtes captivé par ces alliances fragiles au cœur de la tempête, abonnez-vous pour ne rien manquer des trahisons à venir. Votre soutien nous aide à faire vivre ces récits du Far West. La nuit tombe comme un rideau de plomb. Des ombres se déplacent dans les canyons, et le grondement lointain d'un train, le premier prototype de la ligne ferroviaire, résonne comme un avertissement. Taggart, sentant le piège se refermer, accélère ses plans. Il rassemble une milice privée sous prétexte de protéger les colons des Apaches, mais en réalité pour raser la ferme Reeves et forcer Mary à signer la cession. Nathan, guéri mais marqué d'une cicatrice livide, affûte ses flèches empoisonnées au venin de serpente à sonnette. Mary charge des cartouches dans la pénombre. Ses filles endormies à ses pieds. Le shérif Crow, redevenu allié précaire, promet de détourner les patrouilles officielles. Mais au cœur de cette fragile coalition, une question brûle. Qui trahira en premier? Le vent charrie l'odeur de la poudre et du sang à venir, et la neige, enfin, commence à rougir. Le rouge de la neige n'était qu'un avertissement. La véritable fournaise éclate 3 nuits plus tard, quand la lune se cache derrière un voile de nuages bas et que le vent tombe d'un coup, laissant un silence oppressant planer sur la vallée. Taggart, flairant la trahison de Crow, décide de frapper le premier. Il rassemble une 12aine d'hommes armés jusqu'aux dents, des desperados recrutés dans les saloons de White Mesa, les yeux injectés de whisky et de cupidité, et lance l'assaut sur la ferme Reeves sous couvert d'une prétendue expédition punitive contre l'Indien fugitif. Les dômes les torches crépitent comme des serpents venimeux. Les chevaux hennissent, leurs sabots martelant la croûte gelée qui craque sous leur poids. Mary, postée à la fenêtre avec le Remington chargé, voit les flammes approcher comme une marée incandescente. Nathan, tapi dans l'ombre du grenier avec son arc tendu, compte les ombres une à une. Isabelle et Sophia, armées de couteaux de cuisine, barricadent la porte avec des meubles renversés. Teresa, les yeux grands ouverts, serre contre elle un petit sac de poudre que Nathan lui a confié pour peut allumer les étoiles si besoin. Le premier coup de feu retentit comme un coup de tonnerre. Un des hommes d'Aaron de Taggart tire sur la serrure, faisant voler des éclats de bois qui sifflent dans l'air confiné. Mary riposte sans hésiter, la détonation du Remington faisant trembler les murs. La balle atteint l'épaule du tireur qui hurle et lâche sa torche, embrasant un tas de foin près de l'entrée. Le feu se propage avec une voracité sauvage, léchant les planches sèches et transformant la ferme en un brasier rugissant. Nathan descend l'échelle en un bond fluide, ses flèches sifflant dans la nuit. La première transperce la gorge d'un assaillant qui s'effondre en gargouillant. La seconde cloue le chapeau d'un autre au mur, le forçant à reculer dans les flammes naissantes. Taggart, au centre du chaos, hurle des ordres, son revolver crachant le plomb avec une précision mortelle.
Une balle frôle la tempe de Mary, emportant une mèche de cheveux et laissant une traînée de sang chaud sur sa joue. Elle recharge mécaniquement, les mains fermes malgré la fumée qui lui pique les yeux, et vise le genou du chasseur de primes pour le ralentir. Au milieu du tumulte, Crow surgit enfin, non pas en traître, mais en allié forcé. Il a détourné les patrouilles officielles comme promis, mais arrive avec seulement 2 deputies loyaux, tirant dans le dos des hommes de Taggart pour semer la confusion. « Pour James !» crie-t-il en abattant un desperado d'une balle en pleine poitrine, son visage tordu par une rage qu'il avait longtemps réprimée. Les filles, depuis l'intérieur, actionnent le piège improvisé. Isabelle verse de l'huile bouillante par une fente du toit, scaldant 2 assaillants qui se roulent au sol en hurlant. Sophia libère les poules affolées qui picorent les yeux des chevaux, provoquant une panique équestre. Teresa, courageuse au-delà de ses 6 ans, allume la mèche de poudre et la jette dans un baril de kérosène caché sous le porche. L'explosion déchire la nuit, projetant des éclats enflammés qui transforment le champ de bataille en un enfer orangé. Nathan affronte Taggart au corps à corps au milieu des flammes. Le chasseur de primes, boitant de sa blessure, dégaine un Bowie knife luisant. Nathan part avec son tomahawk, les lames s'entrechoquant en étincelles qui rivalisent avec le feu. Mary, voyant Teresa capturée par un dernier homme de main qui la traîne vers les chevaux, bondit par la fenêtre brisée, atterrissant dans la neige mêlée de cendres. Elle tire à bout portant, libérant sa fille qui court se réfugier derrière elle. Taggart, acculé, tente une dernière ruse. Il brandit l'acte de propriété arraché au coffre pendant le chaos, le papier craquant dans sa main gantée. « Signe, ou tout brûle avec toi !» rugit-il. Mais Nathan, d'un lancer précis, envoie son tomahawk fendre le document en 2 avant de planter la lame dans l'épaule de Taggart. Le chasseur de primes s'effondre, le sang se mêlant à la boue rougeâtre. Crow s'approche, revolver fumant, et achève le travail d'une balle dans la tête. Le silence tombe enfin, brisé seulement par le crépitement des flammes qui dévorent ce qui reste de la ferme. Mary serre ses filles contre elle, Nathan à ses côtés, tous couverts de suie et de sang. La neige recommence à tomber, étouffant les braises, mais le prix est lourd. La maison est perdue. Pourtant l'acte, ou ce qu'il en reste, est sauvé. Et Taggart gît mort, au pied d'eau de ceux qu'il voulait briser. L'aube pointe, grise et impitoyable, révélant un paysage de ruines fumantes et de corps inertes. Les deputies de Crow emportent même les survivants en chaîne, tandis que des cavaliers fédéraux, alertés par les explosions, galopent depuis les collines lointaines. Mary, épuisée mais debout, regarde Nathan Panselleger une entaille sur le bras d'Isabelle. La guerre personnelle est terminée, mais la bataille pour la terre et la vérité ne fait que commencer, car les barons du rail, informés de l'échec de Taggart, enverront bientôt des hommes en costume pour négocier ou imposer. Les cavaliers fédéraux arrivent comme dans un nuage de poussière et de questions. Leurs uniformes bleus, encore neufs malgré la boue des sentiers, contrastent avec les ruines noircies de la ferme rive. Le capitaine Elias Grant, un homme sec aux yeux d'acier trempé dans les campagnes contre les confédérés, descend de cheval et examine les corps alignés sous la neige fondante. Taggart, la tête explosée comme une citrouille trop mûre. Ces hommes, criblés de balles ou brûlés vifs. Crow, les mains liées par précaution, raconte sa version. Une milice illégale, un shérif corrompu, une veuve défendant son bien, et présente les fragments carbonisés de l'acte de propriété comme preuve d'un complot ferroviaire. Mary, droite malgré la fatigue qui lui alourdit les paupières, confirme chaque mot. Nathan, silencieuse à ses côtés, laisse les fédéraux fouiller son tomahawk sans broncher. Grant, après un long regard sur les filles, Isabelle bandée mais fière, Sophia tenant un fusil trop grand, Teresa serrant un éclat de verre comme un talisman,
ordonne l'arrestation des complices survivants et promet une enquête officielle sur la compagnie du rail. La neige continue de tomber, effaçant les traces de sang, mais pas les cicatrices. Les mois suivants, voilà Mebois-la-Vallée se transformer sous un soleil impitoyable qui fait fondre les dernières plaques blanches en ruisseaux boueux. Les fédéraux installent un camp provisoire à White Mesa, interrogent les notables, saisissent les registres de Crow. La nouvelle de la veine d'argent fuitée par les mineurs ivres attire des prospecteurs comme des mouches sur du miel frais. Mary, hébergée dans une cabane de fortune construite par les soldats, négocie âprement avec Grant. Elle refuse de vendre, exige une part équitable pour la tribu de Nathan, en échange de la protection des gisements. Nathan, guéri mais homme marqué d'une balafre livide qui barre son torse, parcourt les canyons pour rallier d'anciens guerriers apaches, formant une garde discrète qui surveille les convois de la compagnie. Isabelle apprend à forger des fers à cheval avec un maréchal fédéral repentant. Sophia dessine des cartes précises des veines minérales, gagnant le respect des ingénieurs. Teresa, avec son rire clair, désarme les sentinelles par sa seule présence. Un après-midi d'été, quand l'air vibre de chaleur et que les sauterelles stridulent comme des mitrailleuses, un convoi de wagons blindés arrive de l'Est. Des hommes en costume noir, cravates amidonnées, malgré la poussière, représentants de la Pacific Railroad. Leur chef, un certain Reginald Hargrove, au sourire poli, mais aux yeux froids comme un puits de mine, propose un marché en or massif, assez pour rebâtir 10 fermes et envoyer les filles à l'école de Santa Fe. Mary écoute dans la tente de commandement. Nathan à sa droite, Grant à sa gauche. Hargrove déploie des plans luisants, promettant route, emploi, progrès. Mais quand il mentionne relocation pacifique des tribus, Nathan serre les poings jusqu'au sang. Marie, d'une voix tranchante, refuse net et brandit les fragments de l'acte original, authentifié par un juge fédéral, dépêché en urgence. Hargrove pâlit, tente la menace voilée. Accident de chantier, disparition mystérieuse. Mais Grant, revolver à la hanche, lui rappelle que l'armée protège désormais les rives et que toute violence sera considérée comme acte de guerre. La tension culmine lors d'une nuit d'orage électrique, quand un sabotage anonyme fait dérailler un wagon de dynamite près du camp Apache. Les explosions illuminent le ciel comme un faux lever de soleil, et des flammes dansent sur les visages des guerriers accourus. Nathan mène la contre-attaque, traquant les saboteurs jusqu'à un salon clandestin où Hargrove noie sa rage dans le whisky. Une fusillade éclate, brève et brutale, laissant 3 cadavres et Hargrove en fuite vers l'est, poursuivi par les marshals. Mary, au milieu des décombres fumants, décide alors de sceller l'alliance. Elle fait ériger un cercle de pierre sur la tombe de James, incorporant des symboles apaches gravés par Nathan. Un aigle pour la liberté, un serpent pour la vigilance. Les filles y déposent des fleurs sauvages. Les mineurs, désormais salariés, équitables, jurent fidélité au nouveau conseil mixte. Le crépuscule final tombe sur Sierra Blanca comme un rideau de velours rouge. La nouvelle ferme, bâtie en adobe renforcé et bois de pin, s'élève plus solide que l'ancienne, avec un atelier où Nathan forge des outils hybrides, fers apaches et charrues blanches. Marie, les mains moins crevassées, signe les premiers contrats miniers. Isabelle monte un cheval, apache sans selle. Sophia publie une carte qui fait référence. Teresa chante des comptines bilingues. Nathan, debout sur la colline, regarde le soleil couler derrière les pics et murmure à Marie. La terre nous a testés, nous l'avons rendue plus forte. Elle hoche la tête, pose sa tête sur son épaule, et pour la première fois, depuis 1874, la vallée respire sans peur,
Un Far West où la justice, forgée dans le feu et la neige, a enfin trouvé sa place sous les étoiles. Et voilà, la poussière de Sierra Blanca s'apaise enfin sous un ciel redevenu vaste. Qu'avez-vous ressenti face à cette veuve inflexible, cet Apache au cœur de loup, ces enfants forgés dans le feu? Partagez vos impressions en commentaire. Quel moment vous a le plus secoué? Votre parole fait vivre ces légendes du Far West. Merci d'avoir chevauché avec nous jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle piste ensanglantée. À très vite, cowboys et cowgirls.